Si on avait observé le niveau d'incertitude géopolitique le mois dernier, avec les tensions au Moyen-Orient et l'inflation énergétique qui refait carrément la une, la réaction logique aurait été de parier sur un effondrement des marchés boursiers. Ah oui, la panique totale, en théorie. C'est ça, la panique absolue. Et pourtant, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Des indices comme le CAC 40 ou le S&P 500 ont connu des rebonds spectaculaires. Et c'est justement ce qui rend notre décryptage d'aujourd'hui si pertinent. Absolument. Aujourd'hui, on entame une véritable plongée en profondeur dans une pile de rapports financiers et d'analyses sectorielles qui décortiquent ce paradoxe. L'objectif de cette exploration, c'est de comprendre comment l'envolée des prix du pétrole et le chaos global agissent comme un sérum de vérité financier, en fait. Un sérum de vérité, c'est exactement le terme, parce que ces chocs révèlent instantanément quelles entreprises sont bâties sur du roc et lesquelles naviguent, disons, sans gilet de sauvetage. Voilà. Et pour bien poser le décor, on a 4 vents contraires simultanés en ce moment, si on lit bien nos sources. Tout à fait. L'écosystème financier fait face à une inflation énergétique très sévère, des chaînes d'approvisionnement complètement perturbées par la géopolitique, Sans compter la hausse du coût des matières premières, bien sûr. oui, et le ralentissement de la demande globale qui vient couronner le tout. Et je précise que notre démarche ici, c'est d'analyser objectivement les données de ces rapports. Oui, il ne s'agit pas de prendre parti ou d'analyser le bien fondé de ces crises géopolitiques. Non, pas du tout. On veut observer froidement la mécanique d'adaptation des capitaux. Et face à ces 4 pressions, la réaction initiale du marché semble effectivement contre-intuitive au premier regard. Contre-intuitive, c'est vraiment un euphémisme, hein. Je veux dire, le marché réagit comme quelqu'un qui voit un ouragan approcher de très près et qui décide d'acheter une maison sur la plage à ce moment-là. C'est une belle image. Mais du coup, comment expliquer cette espèce d'enthousiasme anticipé? Les investisseurs institutionnels, avec toutes leurs armées d'analystes, ils voient bien que les coûts explosent. Bien sûr qu'ils le voient. Alors est-ce que cette hausse rapide des valorisations n'est pas simplement un énorme déni de réalité? Une bulle spéculative de plus? Alors ce qui est fascinant ici, c'est que ce n'est pas du tout un déni. C'est en fait une réallocation défensive ultra agressive. Une réallocation défensive, c'est-à-dire? Eh bien, la psychologie des marchés déteste l'incertitude floue. Par contre, elle s'accommode très très bien des mauvaises nouvelles tant qu'elles sont quantifiables. Donc tant qu'on peut mettre un chiffre dessus, ça passe. Exactement. Dès l'instant où les algorithmes et les gestionnaires de fonds arrivent à modéliser un scénario, par exemple la certitude que le baril de pétrole restera au-dessus d'un certain seuil pendant, disons, 24 mois, le marché arrête de paniquer. Et il commence à calculer. D'accord, donc les capitaux fuient les zones d'ombre en fait. Oui, il s'agglutine vers des actifs dont les revenus sont mathématiquement garantis par cette même crise. Le rebond n'est donc pas un signe de santé globale de l'économie. C'est la trace visible d'une migration massive d'argent vers des abris anti-inflation. Voilà, c'est le mouvement de l'argent qui cherche à se protéger. C'est super intéressant de voir les choses sous cet angle. L'argent ne disparaît pas dans un crash, il se concentre ailleurs. Tout à fait. Et si on parcourt nos sources, l'abri anti-inflation le plus évident, celui qui capte ce flux en premier lieu, c'est naturellement le secteur de l'énergie. On parle de géants comme Total Energies, Shell, BP ou ExxonMobil. Et la mécanique derrière ça est brutale, mais elle est très simple. Ils contrôlent la ressource dont la raréfaction provoque la crise, n'est-ce pas S? C'est exactement ça. L'énergie coûte plus cher, donc leur marge opérationnelle gonfle mécaniquement. Et ils génèrent des flux de trésorerie qui sont historiques en ce moment. Ouais, mais honnêtement, s'arrêter à l'industrie pétrolière, ce serait comme lire le premier chapitre et fermer le livre direct. Ah oui, ce serait manquer l'essentiel de l'analyse. La véritable résilience se trouve effectivement là où on l'attend le moins. L'analyse sectorielle met en lumière une résistance particulièrement robuste dans le domaine de la construction et des grandes infrastructures. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'en apparence, c'est un non-sens économique total. Oui, on pourrait se dire ça. Mais attendez, il y a une contradiction majeure dans les chiffres. Construire une autoroute ou un immense parc éolien, ça nécessite de l'acier, du ciment, de la machinerie lourde. Des éléments qui sont extrêmement gourmands en énergie. Exactement, tous ces éléments sont ultra dépendants du prix de l'énergie. Si le coût de production d'une tonne de ciment explose à cause du prix du gaz, la marge de l'entreprise de construction devrait logiquement être anéantie, non? Comment peuvent-ils figurer parmi les gagnants dans ces données? Eh bien, la réponse tient en 2 mots. Bouclier contractuel. Bouclier contractuel? Oui, c'est ici qu'intervient le concept fondamental du pouvoir de fixation des prix, le fameux pricing power. Dans le cas des grandes infrastructures, on parle de contrats publics ou de partenariats à très très longtemps. D'accord, sur 10, 20 ou 30 ans.
C'est ça. Et ces contrats intègrent presque systématiquement des clauses d'indexation sur l'inflation. Ah, je vois. Donc si les coûts dérapent... Si le coût des matières premières ou de l'énergie franchit un certain seuil, la hausse est contractuellement répercutée sur la facture du client final. Et le client final, c'est souvent l'État ou une grande collectivité qui va absorber la facture. Exactement. Du coup, la marge opérationnelle de l'entreprise de construction, elle, reste intacte. C'est brillant. J'aime bien utiliser l'analogie d'un amortisseur sur une voiture de sport pour expliquer ça. Ah, voyons ça. L'inflation, c'est un peu un nid de poule énorme sur la route. Si l'entreprise n'a pas d'amortisseur, la marge encaisse le choc direct et les cieux se brisent. La faillite, ou du moins une chute sévère des profits. Voilà. Mais avec un contrat indexé, l'amortisseur absorbe l'impact, la voiture secoue un peu, le coût global augmente, mais le passager, en l'occurrence le profit de l'entreprise, lui, il ne ressent quasiment rien. La secousse est juste transférée ailleurs. L'analogie est très pertinente. Et cette mécanique d'amortisseur, on la retrouve de manière encore plus systémique dans un autre secteur défensif majeur dont parlent les rapports. Les services publics, c'est ça, hein? Tout à fait. La distribution d'eau, les réseaux électriques, la gestion des déchets. Oui, ce sont des industries à très forte intensité capitalistique. Absolument. Mais, et c'est la clé, elles opèrent sous des régimes de tarifs réglementés. Les autorités de régulation ajustent régulièrement les prix facturés aux usagers pour garantir la rentabilité de l'opérateur. Pour compenser la hausse de ses coûts d'exploitation, donc. C'est le principe. De plus, la demande est inélastique. Inélastique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en passer. Exactement. Face à une crise, un ménage ou une usine ne peut pas juste décider d'arrêter de consommer de l'eau ou de l'électricité du jour au lendemain. C'est impossible. Ce qui soulève une question immédiate. Bon, décortiquons tout ça. Si le modèle physique est tangible, la construction, les réseaux électriques s'en sortent grâce à ces boucliers contractuels, on pourrait penser que le monde immatériel, lui, il flotte totalement au-dessus de la mêlée. C'est ce que beaucoup croient, oui. Nos données montrent que la technologie, portée par le Nasdaq et l'essor de l'intelligence artificielle, affiche des marges vraiment insolentes. On parle de logiciels, de lignes de code. Du virtuel ensemble. Voilà. À première vue, vendre des abonnements numériques ou de la puissance de calcul algorithmique, ça ne nécessite ni ciment ni baril de pétrole. La technologie semble être le refuge parfait contre l'inflation. En surface, les données financières valident cette impression, c'est vrai. Le coût marginal de production d'un logiciel supplémentaire est proche de zéro. Donc, une fois que le logiciel est créé, le vendre 1 ou 1 million de fois, ça ne coûte pas beaucoup plus cher. C'est ça. Ce qui permet à ces entreprises de maintenir des marges brutes qui feraient rêver n'importe quel industriel classique. La visibilité sur leurs revenus futurs, souvent basés sur des abonnements récurrents, ça rassure immensément les marchés. Mais parce qu'il y a un mais. Il y a un énorme mais. Les rapports les plus récents que nous avons épluchés pointent une faille structurelle grandissante dans ce modèle théoriquement parfait. Cela soulève une question importante. La séparation entre le monde virtuel et le monde physique, c'est une illusion totale. C'est là que le vernis craque. En fait, le fameux cloud, le nuage informatique, il n'a absolument rien d'un nuage. Pas du tout. Ce sont des hangars gigantesques posés au sol, remplis de millions de serveurs empilés les uns sur les autres. Exactement. Et l'explosion actuelle de l'intelligence artificielle générative change complètement la donne énergétique. C'est un changement de paradigme. Les processeurs nécessaires pour entraîner ces fameux modèles linguistiques, ce ne sont plus de simples puces d'ordinateur, ce sont de véritables radiateurs ultra puissants. Et ces radiateurs, il faut bien les refroidir. Voilà, il faut les refroidir en permanence avec des systèmes de climatisation industrielle colossaux. On a donc un secteur qui se vend comme virtuel et immatériel, mais dont la dépendance au réseau électrique devient presque supérieure à celle de l'industrie lourde classique. Et les métriques présentes dans les sources sont d'ailleurs vertigineuses. Il faut se rendre compte qu'un seul grand centre de données dédié à l'intelligence artificielle peut consommer l'équivalent électrique d'une ville moyenne. Une ville moyenne juste pour faire tourner des algorithmes? C'est ça, cette réalité physique rattrape brutalement la tech. Si le prix du kilowattheure, qui est souvent indexé sur le gaz naturel ou le charbon selon les régions du monde, reste durablement élevé, la facture opérationnelle de ces géants numériques va subir une inflation géométrique. La question devient alors de savoir si même un monopole technologique possède suffisamment de pricing power, ce pouvoir de fixation des prix, pour faire payer cette surconsommation électrique à ses propres clients professionnels. Sans ralentir l'adoption de l'IA, ce qui est le vrai risque pour eux. Donc même l'IA n'échappe pas à la gravité des marchés, des matières premières. Personne n'y échappe vraiment. Et si ces entreprises-là, qui font pourtant partie des entités les plus rentables de toute l'histoire, commencent à ressentir la chaleur, littéralement, avec leurs serveurs,
que se passe-t-il pour les secteurs qui n'ont ni contrat indexé, ni marge logicielle, ni monopole? C'est une excellente transition. Parce que l'effet domino finit toujours, inévitablement, par s'écraser sur le dernier maillon de la chaîne, le consommateur. Si l'on relie cela à la situation globale, c'est la ligne de fracture la plus nette identifiée dans les analyses sectorielles. Les fameux perdants de cette crise. Exactement. Les secteurs qui s'effondrent sous la pression sont ceux qui se heurtent au mur du pouvoir d'achat. L'automobile en est l'illustration la plus sévère. Les constructeurs traditionnels traversent ce que les analystes décrivent comme une crise systémique multidimensionnelle. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? Nos sources décrivent la situation de l'automobile comme une vraie tempête parfaite. Une industrie attaquée sur 4 fronts simultanément. Oui, un encerclement total. Premièrement, la hausse brutale des coûts des métaux critiques, le lithium, le cobalt, le cuivre, qui sont indispensables pour les batteries, voient leur cours complètement dicté par des tensions géopolitiques complexes. Deuxièmement, on a un marché global où la demande ralentit. À cause des taux d'intérêt, j'imagine. Tout à fait. Les taux d'intérêt élevés rendent les crédits automobiles inaccessibles pour une grande partie de la classe moyenne. Et puis, troisièmement, il y a ce pivot technologique colossal et forcé vers le tout électrique. Ça demande des milliards en recherche et développement au moment même où les marges sur les bons vieux véhicules thermiques s'effritent. Et le quatrième front, sans doute le plus dévastateur à court terme, c'est l'asymétrie concurrentielle. Ah oui, la concurrence venue d'Asif. Précisément. Pendant que les constructeurs historiques tentent péniblement de réorganiser des chaînes d'approvisionnement très fragmentées et coûteuses, de nouveaux acteurs arrivent sur le marché avec une intégration verticale quasi totale. Une intégration verticale, ça veut dire qu'ils font tout eux-mêmes. C'est ça. Ils contrôlent l'extraction des minerais, le raffinage, la production des cellules de batterie, jusqu'à l'assemblage final du véhicule. Leurs coûts de production sont donc structurellement inférieurs. Ce qui leur permet de déclencher une guerre des prix au pire moment possible pour les industriels établis. Exactement. C'est vraiment la limite absolue du pouvoir de fixation des prix dont on parlait tout à l'heure avec la construction. Un constructeur automobile européen ou américain ne peut tout simplement pas ajouter, disons, 5 000 € sur le prix de vente d'un véhicule juste pour compenser la hausse de ses coûts d'énergie ou d'acier. S'il le fait, c'est le suicide commercial. Bah oui, le client va direct chez la concurrence ou, ce qui est encore plus probable, il garde sa vieille voiture 5 ans de plus. L'amortisseur n'existe plus du tout dans ce cas. C'est la marge de l'entreprise qui encaisse l'intégralité du choc. Et cette mécanique d'écrasement des marges s'applique avec la même sévérité au secteur de la grande distribution. Ah, les supermarchés. Oui, les supermarchés opèrent historiquement sur des marges nettes extrêmement fines, très souvent de l'ordre de 2 ou 3% seulement. C'est très peu et leurs coûts logistiques sont énormes. Et ils sont intrinsèquement liés au prix du carburant pour les flottes de camions, donc ces coûts augmentent. Parallèlement, l'inflation alimentaire contraint les consommateurs à des arbitrages très stricts. C'est-à-dire qu'ils changent leurs habitudes d'achat dans les rayons. C'est ça. Ils abandonnent les marques nationales plus chères pour des produits de marques distributeurs ou ils réduisent carrément les volumes achetés. La distribution se retrouve donc prise en étau. D'un côté, des coûts opérationnels incompressibles pour faire tourner les magasins et les camions, et de l'autre, un client final dont le budget est mathématiquement plafonné. Et si on étend cette logique du budget plafonné, les secteurs liés à la consommation discrétionnaire s'effondrent comme des châteaux de cartes. On parle du tourisme, de l'hôtellerie, des loisirs. Oui, les données sur ce point sont impitoyables. Bah oui, quand le prix du billet d'avion bondit de 30% à cause du prix du kérosène et que le reste du revenu disponible est complètement englouti par les factures d'énergie et les courses au supermarché, le voyage à l'étranger devient la première variable d'ajustement du foyer. On annule les vacances. C'est inévitable. Même le secteur du luxe, qui a longtemps été perçu comme totalement invincible face à l'inflation, commence à montrer des signes de vulnérabilité. Surtout face au ralentissement des grandes économies asiatiques et américaines, non? Exactement. Les clients du luxe commencent eux aussi à rationaliser leurs dépenses. Bon, alors si on prend un peu de recul sur tout ce panorama, ça nous permet de dégager l'anatomie financière exacte de la survie en période de stress géopolitique et énergétique. Oui, on a une image très claire. Si l'on synthétise vraiment les centaines de pages de données qu'on a abordées, la résilience d'une entreprise ne dépend pas tant de ce qu'elle produit, mais plutôt de la distance structurelle entre son plancher de coûts et le seuil de tolérance de ses clients. C'est la définition même de la résilience aujourd'hui. Les acteurs les plus solides partagent le même ADN financier. Des marges initiales très épaisses, une capacité contractuelle ou monopolistique à dicter les prix sans détruire la demande, et une exposition minimale aux fluctuations du transport physique. C'est le grand critère de sélection naturelle du marché en ce moment.
D'un côté, on a le groupe des intouchables, l'énergie, les infrastructures, les services publics de base. Et on l'a survolé, la santé, qui obéit à d'autres dynamiques très défensives. Et de l'autre côté du spectre, Le flop 5, les secteurs exposés aux quatre vents. Le tourisme, l'automobile, le commerce de détail, le luxe et la consommation discrétionnaire. Eux, ils subissent de plein fouet l'érosion du pouvoir d'achat. C'est un changement de paradigme qui modifie profondément la façon dont tous ces acteurs économiques doivent concevoir leur stratégie à long terme. totalement. La maîtrise de la chaîne de coûts n'est plus juste un avantage concurrentiel, c'est devenu une stricte condition de survie. Il faut sécuriser ces approvisionnements. Oui, toute entreprise dont la rentabilité dépend d'une énergie bon marché ou de flux logistiques mondialisés bien fluides navigue désormais avec un risque asymétrique majeur. Les fondamentaux mêmes de la mondialisation des 20 dernières années sont en train d'être réévalués en temps réel par les marchés financiers. C'est fascinant. Et pour conclure cette exploration, il y a une réflexion latente dans ces rapports qui pousse l'analyse encore plus loin. Une perspective sur l'avenir. Exactement. On a bien vu que l'énergie est devenue le goulot d'étranglement ultime. On a vu que les géants de la technologie, malgré leurs incroyables marges logicielles, sont physiquement limités par leur consommation électrique pour faire tourner l'intelligence artificielle. Le fameux paradoxe matériel du virtuel. Voilà. Alors, est-ce qu'on ne se dirige pas vers un futur très proche où ces entreprises technologiques ou même de grande distribution, pour protéger ce précieux pouvoir de fixation des prix, vont devoir transgresser leurs frontières sectorielles ? Une hypothèse est d'une logique assez troublante. Si votre survie opérationnelle dépend d'un accès garanti et prévisible à une quantité massive d'électrons, dépendre d'un réseau public vieillissant ou des cours très volatiles du gaz naturel, ça devient un risque tout simplement inacceptable pour les actionnaires. C'est le risque de trop. Il est donc tout à fait concevable, et on commence d'ailleurs à en voir les toutes premières prémices, que des mastodontes de la tech deviennent leurs propres producteurs d'énergie. Construire leur propre centrale en somme. Exactement. On parle de financer ou de construire des mini-réacteurs nucléaires de nouvelle génération ou bien des parcs solaires et éoliens colossaux, et ce, à l'usage exclusif de leur propre centre de données. Ce ne serait plus seulement pour le marketing vert. Non, plus du tout pour faire du verdissement d'image, mais par nécessité mathématique pure, pour verrouiller le coût de revient de leur matière première principale, pour s'extraire définitivement du chaos géopolitique. C'est l'ultime bouclier. Transformer une variable incertaine en un coût fixe garanti, c'est une idée qui redessine totalement la carte des pouvoirs économiques. Et je pense que ça laisse de quoi réfléchir bien au-delà des cours de la bourse d'aujourd'hui.